Merci beaucoup Lise de cette invitation. Merci Jennifer aussi. Ça nous fait plaisir d'être ici et de vous parler au fond d'une étude qu'Isabelle et moi menons depuis une bonne année maintenant et de dévoiler des résultats qui relèvent d'analyses encore préliminaires, mais qui, comme Isabelle va vous le décrire tout à l'heure, là, une étude qu'on a menée dans les tout derniers mois qui porte donc sur la question de l'objection de conscience des médecins en contexte d'aide médicale à mourir. Et c'est un projet de recherche qui repose au fond sur deux composantes. Je pense que les deux composantes ensemble font en sorte que le projet de recherche a une certaine originalité. D'un côté, il s'agit d'un questionnement tout à fait typique de bioéthique ou d'éthique médicale, où on se demande, au fond, entre autres, quels sont euh, les, les responsabilités, les devoirs et les droits de différents acteurs dans un contexte donc de soins de santé. Donc, on se demande, entre autres, dans ce cas-ci, est-ce que d'un point de vue normatif, on devrait reconnaître un droit à l'objection de conscience à certains médecins et d'autres professionnels de la santé d'être exemptés d'une règle générale. Dans ce cas-ci, l'idée qu'on doive offrir à des patients éligibles l'aide médicale à mourir. Et si on reconnaît ce droit-là, est-ce qu'il y a des devoirs résiduels aux médecins qui s'objectent? Par exemple, est-ce qu'ils ont un devoir de référer les patients à un collègue ou non? Donc, ce genre de questionnement éthique tout à fait typique de la bioéthique ou de l'éthique médicale. Euh, mais on a l'originalité relève du fait qu'on a décidé d'ajouter aussi un volet qualitatif dont Isabelle va vous parler. Donc, essentiellement, plutôt que de faire comme d'habitude, c'est-à-dire le philosophe qui réfléchit dans son bureau aux droits et devoirs, au sens des concepts et ainsi de suite, et qui dit, bon, voici les différentes positions qu'on peut avoir. On s'est dit, bon, on va vouloir explorer plus en profondeur le discours des principaux concernés qui revendiquent un droit à l'objection de conscience. Donc, c'est Isabelle qui est en charge de ce volet-là et elle vous le décrira tout à l'heure. Donc, il y a un devis qualitatif qui est complémentaire à l'approche normative typique de la bioéthique. D'un point de vue législatif, la plupart des États dans lesquels, au fond, l'aide médicale à mourir ou l'euthanasie ou le suicide assisté a été légalisé, la plupart de ces États reconnaissent un droit à l'objection de conscience des professionnels de la santé. C'est le cas de la loi québécoise sur les soins en fin de vie, avec l'article 31, entre autres, là, qui dit tout médecin qui exerce sa profession dans un contexte exploité par un établissement et qui refuse une demande d'aide médicale à mourir pour un motif non fondé sur l'article 21, le 29, pardon, l'article 29, c'est l'article dans lequel, au fond, les critères d'admissibilité sont énumérés. Là, donc, il faut être en fin de vie, avoir une maladie incurable, il faut être rendu, il faut être vraiment rendu dans la phase vraiment palliative, là, où il faut que le patient donc éprouve des souffrances qu'il juge intolérables, et ainsi de suite. Donc, s'il y a un refus qui n'est pas basé sur l'article 29, mais il doit donc le plus tôt possible aviser le directeur général de l'établissement et le directeur de l'établissement doit faire des démarches nécessaires pour faire en sorte que le patient donc puisse rencontrer un médecin qui serait prêt donc à l'accompagner dans cette démarche. Donc, c'est déjà prévu dans la loi québécoise et aussi dans la loi fédérale là, qui est venue après sur l'aide médicale à mourir. Donc, ce droit est déjà reconnu. Euh, Ce qu'on a découvert en faisant une revue, une recension des écrits, c'est que même si les États reconnaissent ce droit, il s'agit quand même d'un enjeu extrêmement controversé en éthique médicale aujourd'hui et plusieurs contestent ce droit à l'objection de conscience des médecins. C'est le cas tant dans les écrits en éthique médicale que dans la sphère publique, dans les débats de société dans ces différents pays. Ce droit est aussi contesté. J'attire votre attention sur des publications récentes, là, pour ceux que ça intéresse. Euh, donc, un texte qui vaut la peine d'être lu, donc c'est celui de Savulescu et Shuclank. Ce qui est particulier, c'est que Shuclank est le directeur de la revue Bioethics et Savulescu est le directeur du Journal of Medical Ethics, qui sont deux des revues vraiment de pointe là, en éthique médicale et en bioéthique. Les deux se sont mis ensemble pour écrire un texte disant donc
Doctors have no right to refuse medical assistance in dying, abortion and contraception, mais incluant donc l'aide médicale à mourir. Un texte récent aussi dans le New England Journal of Medicine où ce droit à l'objection de conscience est contesté hein, par des chercheurs. Hein. Donc, c'est un débat très vif en éthique médicale. Ça l'est aussi, hein, je le disais, dans la sphère publique. C'est le cas au Québec et au Canada. Vous avez peut-être vu la semaine passée dans le Devoir hein, un texte du médecin Alain Naud qui ne s'objectait pas en tant que tel au droit à l'objection de conscience, mais à l'attitude aussi de certains médecins qui revendiquent non seulement un droit d'être exempté hein, de fournir ce soin-là ou cet acte-là, de faire cet acte-là, mais qui souhaitent aussi ne pas être impliqués du tout dans le processus et qui ne souhaitent pas avoir à référer non plus à un collègue. Donc, c'est surtout contre eux qu'ils s'en prenaient, mais on voyait un grand scepticisme hein, par rapport au bien fondé de ce droit, donc des objecteurs de conscience. Plusieurs disent aussi, hein, il y a une étude, j'en reparlerai si j'ai le temps en conclusion, il y a une étude qui a été faite par des chercheurs de Laval, des établissements de santé de la région de Laval, qui, bon, selon l'interprétation de leurs résultats, nous dit au fond que dans la grande majorité des cas, soi-disant d'objection de conscience, les médecins n'ont pas de véritable objection de conscience, hein, que l'objection de conscience est en quelque sorte évoquée de façon abusive, hein, en quelque sorte instrumentalisée par des médecins qui ne souhaitent pas donc, être impliqués dans l'AMM, mais pas pour des raisons qui, selon eux, relèvent de la conscience. Hein. Donc, plusieurs donc, des débats donc, qui sont liés sur cet enjeu normatif. Donc, je présente très brièvement, disons, les enjeux normatifs, mais sans trop m'y attarder, parce que je pense que ce qui est intéressant dans la présentation d'aujourd'hui, c'est vraiment Isabelle, c'est l'aspect, c'est la partie qui vient de nos enquêtes, au fond, alors que les débats normatifs hein, sont assez bien connus. Mais bon, parmi les arguments qu'on retrouve là, dans les écrits contestant le droit à l'objection de conscience, hein, on dit que l'objection de conscience contredit une des normes morales inhérentes au rôle professionnel des médecins, que le médecin, entre autres, hein, doit faire passer les besoins des patients avant ses propres besoins, que donc c'est un argument basé sur la moralité de rôle. Hein. Ces normes implicites au rôle seraient incompatibles avec cette idée de satisfaire ses besoins, dans ce cas-là d'ordre moral, hein, avant donc la satisfaction des droits des patients. Et évidemment, on ajoute que si on reconnaît un droit à l'objection de conscience, d'un point de vue pratique, ça va se faire nécessairement, selon ces auteurs, au détriment des droits des patients. Que les patients ont évidemment le droit d'avoir accès à toute la gamme de soins ou d'actes médicaux prévus par la loi. Et qui ont droit aussi, en principe, du moins au moment opportun. Hein. Puis si on parle d'aide médicale à mourir, le moment hein, est évidemment crucial. Hein. Si on a affaire à des personnes qui jugent hein, que leur souffrance, par exemple, est plus supportable à un moment donné, ben, le moment où ils vont pouvoir avoir accès à l'aide médicale à mourir est évidemment absolument crucial. Hein. Et dans certains contextes ou dans certaines régions où ça peut être plus difficile de trouver des médecins qui sont prêts à le faire, ben, on peut effectivement, hein, ça peut effectivement porter atteinte aux droits des patients. Donc ça, c'est un des arguments très sérieux hein, contre le droit à l'objection de conscience. Un des arguments très intéressants aussi qu'on retrouve, c'est l'idée que au fond, l'objection de conscience, hein, comme norme morale, a surtout été pensée dans le contexte de personnes hein, refusant de porter les armes hein, en contexte de guerre, et surtout en contexte de conscription. Hein, lorsqu'on a une armée de conscrits, certains ont dit ben, de devoir porter les armes ou de contribuer très directement à l'effort de guerre, hein, ça va contre des principes ou des croyances hein, religieuses ou non, mais qui me définissent au plus haut point, qui sont vraiment cruciales au sein de mon identité morale et que si je ne peux pas donc participer directement à l'effort de guerre hein, sans me faire profondément violence.
Et c'est dans ce contexte-là que les tribunaux ont reconnu un droit à l'objection de conscience. Or, nos critiques ici, de façon tout à fait juste, nous disent en médecine, il n'y a pas de conscrit. Là. Il n'y a personne qui est obligé de devenir médecin et de pratiquer la médecine, ce n'est pas un droit. On peut, on doit avoir, il doit y avoir une égalité dans l'accès au poste, aux positions de médecin. Tout le monde doit en principe pouvoir tenter de devenir médecin, mais il n'y a pas un droit de devenir médecin. Si on choisit de devenir médecin, puis on est accepté dans une école, dans une faculté de médecine, et ainsi de suite, bien, ça vient avec certaines responsabilités, dont celle d'offrir toute la gamme de soins prévus par la loi. Donc, l'analogie, donc il y a une analogie qui est faite là avec les conscrits en temps de guerre, et on dit que les médecins ne sont pas des conscrits, donc ils doivent assumer les responsabilités de leur choix volontaire. Ça exclut donc de pouvoir de pouvoir être exempté de certaines normes pour respecter certaines croyances profondes. Donc ça me semble être des arguments tout à fait sérieux auxquels il faut répondre. Ce qui nous semble plus problématique, c'est qu'au final, la position qui est défendue par ces auteurs, c'en est une qui consiste en un refus vraiment global et a priori d'un droit à l'objection de conscience. C'est ce qui est conclu par ces auteurs. Bon, par exemple, removing a right to conscientious objection, ça c'est une des recommandations, et de choisir des candidats qui n'ont pas de telles objections. Donc, ça, c'est la position qui est défendue par certains, et ça rejoint, là, pour ceux qui connaissent les débats en philosophie du droit et en philosophie politique, ça rejoint la position de ceux qui contestent le bien fondé d'un point de vue normatif là, du droit à l'exemption ou à l'accommodement raisonnable. C'est un débat très classique en philosophie politique. Une des grandes faiblesses, me semble-t-il, de cette position, là, qui en est une de non-reconnaissance de ce droit à l'objection de conscience, c'est que pour qu'elle soit convaincante, il faudrait qu'elle découle d'une philosophie plus générale des droits et libertés et des conditions qui permettent de restreindre des droits fondamentaux. Parce que lorsqu'on réfléchit tout de suite à la question de l'objection de conscience, ce qui est souvent omis, c'est de dire que si ce droit a été créé ou reconnu, c'est qu'on le voit comme dérivant d'une liberté plus fondamentale, celle qui est la liberté de conscience et de religion. Donc, que l'objection de conscience découle de cette liberté plus générale qui nous permet d'être libres par rapport donc, à nos convictions de conscience, incluant donc évidemment la liberté de religion, les croyances religieuses. Donc, pour que les positions soient plus convaincantes, il faudrait qu'on nous dise à quelles conditions on peut limiter des libertés fondamentales comme la liberté de conscience. Très brièvement, si le volet normatif vous intéresse beaucoup, c'est une position qu'on a défendue dans deux textes jusqu'ici, mais qu'on va reprendre la démonstration de façon plus complète éventuellement. Donc, dans un texte, c'est une réponse à Shuklink et Smalling dans The Journal of Medical Ethics, et un texte aussi dans Santé Inc., où donc on aborde de façon plus complète l'argument en faveur du droit à l'objection de conscience. Mais deux des arguments principaux donc, sont fondés d'abord sur une certaine conception de ce qu'est la discrimination indirecte, et un autre argument, les deux fonctionnent ensemble, fondé sur l'importance de l'identité morale et de ce qu'on appelle parfois les convictions de conscience dans l'identité morale des personnes. Donc, l'argument, d'abord, fondé sur l'existence de discrimination indirecte. Donc, c'est un argument probablement que vous connaissez si vous avez suivi le débat. Ça a été difficile de ne pas le faire sur les accommodements raisonnables au Québec et au Canada. Donc, c'est l'idée qu'il y a certaines normes d'application générale qui sont, à première vue, parfaitement neutres, c'est-à-dire qu'elles ne discriminent pas explicitement contre personne. Donc, aucune catégorie de citoyens est ciblée directement ou exclue ou stigmatisée par la loi. Mais lorsqu'on applique la
la règle, on voit que certaines catégories de citoyens se trouvent à être désavantagés hein, de façon indue ou se trouvent à porter un fardeau. Hein, on leur impose un fardeau qui est plus lourd qu'aux autres citoyens. Donc, un exemple, hein, pour rendre ça plus clair, hein, c'est par exemple, on peut tout à fait penser qu'une école peut avoir une règle hein, disant pas de couvre-chef en classe hein, pour assurer un certain décorum. Ouais. Mais si en appliquant cette règle-là, évidemment, la contrainte qui est exercée auprès des élèves hein, qui portent un signe religieux, un couvre-chef pour des raisons religieuses, hein, la contrainte est évidemment beaucoup plus grande que pour quelqu'un qui porte simplement une casquette hein, ou une tuque en classe hein, pour des raisons qui ne relèvent pas du tout donc de ses convictions profondes. Et c'est dans ce contexte-là donc que l'accommodement raisonnable hein, c'est imposé comme une obligation juridique hein, dans plusieurs pays, dont le Canada. Donc, lorsqu'on constate que certaines règles de cette nature-là créent, lorsqu'on les applique de façon, disons, uniforme, créent donc des fardeaux excessifs hein, pour certains individus, mais c'est dans ce contexte-là qu'on a un devoir d'offrir des mesures d'accommodement raisonnables. Dans ce cas-là, donc, cette idée hein, que l'aide médicale à mourir fasse partie des actes médicaux hein, prévus par la loi, bien, ça a un impact différent pour ceux dont les convictions morales ou leur compréhension de leur éthique professionnelle ou ainsi de suite font en sorte hein, qu'ils ne se sentent pas autorisés à poser un geste intentionnel là, qui va mener à la mort. Hein. Donc, on est dans ce type de cas-là. Un des arguments les plus forts, me semble-t-il, pour justifier donc le principe d'accommodement raisonnable ou un droit d'être exempté, c'est que lorsque c'est possible, on devrait concevoir nos normes d'une façon telle qu'on ne place pas des individus dans l'obligation de choisir entre deux de leurs droits fondamentaux, hein, ou entre un droit fondamental et, par exemple, l'accès à un bien public important. Hein, si c'est possible, on ne devrait pas donc forcer les citoyens à faire de tels choix. Donc, on ne devrait pas forcer, par exemple, un élève à choisir entre le respect d'une conviction religieuse, disant que je sens l'obligation morale de porter une kippa ou un hijab, et l'accès à une école, à une éducation publique, par exemple. Hein. Ce sont deux biens de grande importance et l'accommodement raisonnable permet, dans plusieurs cas, donc, de concilier hein, ces deux droits ou ces deux possibilités pour les agents. Donc, c'est un argument, entre autres, qui a été développé par Jonathan Kwong. Donc, c'est ce type d'arguments-là qui, me semble-t-il, donc, sont parmi les plus puissants là, pour justifier un droit à l'accommodement raisonnable, y compris un droit à l'exemption et à l'objection de conscience. Donc, si c'est le cas, l'argument disant que les médecins ne sont pas des conscrits devient beaucoup moins efficace, hein, parce que, au fond, si on dit, bon, vous avez fait ce choix-là, puis assumez les responsabilités, de façon générale, c'est vrai, hein, il faut assumer donc les responsabilités de nos choix, mais ce qui est particulier, hein, puis ça, on l'a vu dans notre étude, c'est que des demandes d'aide médicale à mourir, hein, des médecins qui ont des pratiques très différentes ou des spécialités très différentes peuvent recevoir des demandes d'aide médicale à mourir ou être appelés à évaluer des patients ou même à poser l'acte en tant que tel. Donc, si on disait, donc, vous devez choisir entre le respect de vos convictions de conscience et la possibilité de pratiquer la médecine, ben c'est pas un choix comme, par exemple, il ne s'agit pas d'un acte hein, aussi spécifique et restreint que ceux qui pratiquent l'avortement, par exemple. Hein. Si on a une objection de conscience par rapport à l'avortement, ben c'est vrai que c'est notre devoir de ne pas choisir la pratique médicale dans laquelle on pratique hein, des avortements. Hein. Donc, il y a certaines cliniques hein, où il faut spécialiser là-dedans, puis c'est pas là que ces médecins devraient aller travailler. On ne peut pas faire le même argument donc avec l'aide médicale à mourir parce que ça concerne plusieurs pratiques
et, spécialité. Donc là, j'anticipe un peu sur le volet qualitatif, mais ça, c'est une citation d'un de nos participants. Il nous dit, donc, si jamais, par rapport à l'objection de conscience, on me dit, bon, eh bien, vous n'avez pas le droit à l'objection de conscience, vous devez exécuter la demande de votre patient, mais moi, je me retire des soins palliatifs. Hein? Donc, ça, c'est un de nos médecins qui nous a dit ça. Je passe rapidement sur cet argument, mais c'est l'argument disant que, au fond, les convictions de conscience, ou parfois, Charles Taylor et moi avons appelé ça aussi les croyances et les engagements fondamentaux, que ces croyances-là jouent un rôle particulier dans l'identité des personnes. Hein. C'est ce qui constitue de façon la plus forte leur identité morale. Et notre identité morale, au fond, c'est ce qui nous permet de donner une direction à notre vie, de faire hein, les choix hein, qui sont les plus importants pour nous par rapport au type de vie qu'on veut mener, par rapport à ce qui est une vie qui a un sens et une vie qui est réussie. Ce sont nos convictions de conscience ou Charles Taylor a déjà appelé ça des évaluations fortes hein, qui nous guident, au fond, qui guident notre action lorsqu'on a à prendre des décisions cruciales hein, par rapport à la direction de notre vie ou au type de personne que l'on veut être. Et lorsque une personne, un agent n'est pas dans une position où elle peut respecter ou honorer une conviction de conscience, ben, il y a une sorte de tort moral hein, qui est commise, c'est-à-dire que la personne a l'impression de se trahir hein, et que c'est une atteinte à son sentiment d'intégrité morale. Hein, et c'est précisément parce que les convictions profondes en jouent ce rôle-là dans l'identité morale que le droit à la liberté de conscience est aussi important. Hein, je vous donne une citation très révélatrice à cet égard. Donc, moi, vous ne pouvez pas me forcer à vous tuer. Donc là, le médecin relatait donc une conversation fictive avec un patient potentiel. Moi, vous ne pouvez pas me forcer à vous tuer parce que ça va contre tout ce que j'ai fait dans ma vie. Je vous suis depuis 30 ans, depuis 40 ans, vous me demandez de vous tuer. Je ne le ferai pas. Là, si vous voulez absolument avoir cet aspect-là, n'importe quand, vous pourrez changer de médecin qui sera prêt à le faire. Mais moi, je vous dis, vous ne pouvez pas me forcer, moi, comme être humain, à faire ça, hein, parce que c'est son sentiment d'intégrité morale qui serait atteint si on le forçait à faire ça. Deux derniers points avant de donner la parole à Isabelle. Pour que cet argument-là soit convaincant dans le contexte de sociétés pluralistes hein, qui acceptent hein, par ailleurs un certain pluralisme hein, par rapport aux conceptions de ce qui est une vie bonne, hein, des États qui sont laïques, hein, qui sont neutres, entre autres, hein, par rapport aux convictions religieuses, hein, qui cherchent à ne pas favoriser les croyances religieuses par rapport à d'autres types d'engagements. Deux prémices pour que l'argument soit convaincant. D'abord, il faut faire une distinction entre les convictions de conscience ou les croyances et engagements fondamentaux et les autres préférences subjectives hein, qu'on peut avoir comme personne. On a plein d'intérêts, plein de préférences, mais plusieurs d'entre elles ne viennent pas nous définir ou si je ne peux pas satisfaire une préférence, je peux être ennuyé, mais je n'ai pas l'impression de manquer de fidélité par rapport aux convictions qui sont les miennes. Hein. Donc, il faut être capable de départager les deux. Ça, c'est pertinent lorsqu'on pense à l'instrumentalisation de l'objection de conscience dont je parlais tout à l'heure. Et l'autre argument, l'autre prémisse nécessaire, c'est qu'on ne peut pas faire de distinction normativement significative entre les convictions religieuses et les convictions séculières qui sont aussi profondes. Hein? C'est-à-dire qu'on peut tout à fait être non religieux et avoir des engagements et des valeurs qui nous définissent hein, au plus haut point. Et si je ne les respecte pas, j'ai l'impression donc de me trahir. Les deux doivent avoir le même poids d'un point de vue éthique. Et c'est ce qu'on a voulu donc étudier dans le cadre de du volet qualitatif. Okay. Je passe ici. Je prends la transition avec plaisir. En fait, pour vous parler du devis, la méthodologie que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire, qui a fait avancer notre réflexion. Je vais vous expliquer un petit peu comment, brièvement, ce devis s'est réalisé. D'abord, l'échantillon, hein, c'est le volet qualitatif, s'intéresse à des médecins qui, dans leur pratique, reçoivent des demandes d'aide médicale à mourir, bien sûr, et qui s'y objectent. Mais aussi, on avait un certain nombre qui démontraient une certaine ambivalence et qui avaient des réserves. Vous le verrez tout à l'heure lorsqu'on parlera
citation verbatim. Critères de sélection assez simples. Ça devait être des médecins qui pratiquaient dans le système de santé québécois, qui devaient évidemment être appelés à, dans leur pratique, à avoir des demandes d'aide médicale à mourir ou encore à évaluer là, des demandes d'éligibilité de certains patients et le troisième critère était s'être prévalu d'objection de conscience ou encore pour certains, prévoir le faire si jamais il y avait des demandes de certains patients. Recrutement par réseau, j'ai travaillé dans une clinique médicale, un GMFU, à mon grand bonheur. Maintenant, j'y suis encore associée, mais étant professeur, j'ai un petit peu moins de temps. Cela dit, certains médecins ont pu nous faciliter ce recrutement. Alors, on a commencé par cette clinique, ce GMFU, et ensuite, bien, ça a quand même assez bien été en ayant des références pour d'autres médecins. Vous allez voir tout à l'heure de différentes spécialités quand même, c'est intéressant. On a rencontré 20 personnes pour cette étude. Et des personnes qui, je vous dirais, en fait, ont posé un certain regard réflexif par rapport à leur pratique, parce qu'on leur demandait, évidemment, on s'intéressait aux raisons, aux motivations derrière l'objection de conscience. Donc, ce sont des personnes qui, pour les 20 qu'on a rencontrés, qui se sont vraiment attardées à réfléchir à la question, dont certains très passionnés d'ailleurs par l'aide médicale à mourir. C'est une étude qui est qualitative, ce volet complémentaire à ce que Jocelyn a présenté tantôt comme volet plus normatif. Alors, j'ai fait des entrevues d'1 heure, en fait. Certaines fois, ça dépassait un petit peu, mais en moyenne 1 heure auprès de ces médecins. Et nos questionnaires étaient évidemment articulés ou fondés sur la conceptualisation que Jocelyn a présentée tout à l'heure concernant la liberté de conscience. Analyse thématique continue. Donc, vous allez voir tout à l'heure ce qui ressort de nos résultats préliminaires en termes de thèmes, avec une transcription intégrale des étudiants qui ont travaillé très fort pour ce volet. Je vais vous montrer, avant même de présenter des résultats préliminaires, un peu les caractéristiques de l'échantillon. Je vais vous parler des caractéristiques plus intéressantes, plus générales. On a été assez chanceux, en fait. Ça a été intéressant de voir. On avait des médecins qui étaient âgés même à partir de 25 ans, mais ça allait jusqu'à 74 ans. Je vous dirais que la majorité de l'échantillon était âgée entre 45 et 74 ans. La majorité était des femmes, mais il y avait quand même 8 hommes. La plupart provenaient des soins palliatifs ou encore de la médecine familiale. Là, je parle de contextes de pratique qui sont les GMF ou les GMF universitaires, les groupes de médecine familiale et les groupes de médecine familiale universitaire. Jocelyn l'a mentionné tout à l'heure, il y avait quand même d'autres spécialités. On était un peu surpris tout de même d'avoir quelque chose d'assez varié. Il y a eu des personnes qui nous ont contactés qui étaient en médecine interne, chirurgie thoracique, santé publique et communautaire, anesthésiologie et soins intensifs, psychiatrie, endocrinologie et gériatrie. Alors, et puis sinon, bien, en fait, c'était Montréal et Québec. Par ailleurs, on a eu, en fait, aussi certaines régions, Longueuil, Laval, Gatineau, Shawinigan, Lévis aussi. Nombre d'années de pratique aussi, ça variait en fait entre, je me souviens d'une personne qui a participé, qui était à sa première année en oncologie. Donc, et ça allait jusqu'à 40 ans d'expérience. Encore là, la majorité avait entre 21 et 40 ans, donc quand même, c'était intéressant. Et là-dedans, évidemment qu'il y avait un certain nombre qui, dans 40 ans de pratique, n'ont pas, par exemple, fait 40 ans de pratique en soins palliatifs, mais pour la plupart, il y avait quand même des gens qui avaient 15-20 ans de pratique en soins palliatifs. Alors ça aussi, c'était très intéressant. On a commencé, ces entrevues ont eu lieu, comme Jocelyn l'a dit, là, depuis quelques mois. Je vais avant de parler des thèmes plus précis, parler de certains faits saillants sur les participants qui vont nous aider à mieux comprendre un peu à qui on s'adresse. D'abord, évidemment, il y avait 2 catégories. Dans ceux qu'on a rencontrés, il y avait les médecins qui avaient une opposition catégorique face à l'aide médicale à mourir et même toute forme d'euthanasie, si jamais il y avait autre chose. Et il y avait aussi, en fait, cette certitude que c'était, en fait, inacceptable. L'autre groupe qui touche un peu à ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on a rencontré des gens avec certaines réserves, donc un autre groupe de personnes qui présentaient une certaine ambivalence, donc ne souhaitaient pas faire l'aide médicale à mourir, mais qui, en fait, étaient, je vous dirais, reconnaissants
que certains autres médecins le fassent et que ce soit légitime. Alors, bon, le premier, c'est assez, juste pour faire ressortir les paroles même des gens. L'euthanasie, c'est avant tout un meurtre. Je pense que c'est revenu dans les citations que Jocelyn a choisies tout à l'heure. Sinon, en termes d'ambivalence, ça, c'est quelque chose pour vous démontrer un peu comment ça ressortait des mots des participants. Je ne veux pas faire d'aide médicale à mourir, mais je suis grateful, reconnaissant. J'ai de la gratitude pour les médecins qui veulent bien le faire parce que moi, je ne suis pas prête à le faire. Puis ces patients-là, ils ont le droit à l'euthanasie. Donc, il faut qu'il y en ait des médecins pour le faire. Sinon, autre chose, en fait, bien, à peu près tous disent, je dirais même tout le monde a dit, sans exception, que ça serait plus honnête d'appeler ça l'euthanasie. Assez simple. L'euthanasie, ça serait moins hypocrite de dire ça. Donc là, c'était avec l'appellation, il y avait quelque chose de particulier pour les personnes qu'on a rencontrées, rattachées à l'aide médicale à mourir, qui venait un peu les raisonner chez ces personnes. Autre chose importante, on a remarqué aussi de façon assez générale et assez forte chez ces personnes qu'on a rencontrées un sentiment de frustration, d'impuissance face à, en fait, à la perception qu'ont la population en général et même les professionnels de la santé et le public en général sur ce groupe qui décide ou qui ne veulent pas faire l'aide médicale à mourir. Et je vous dirais que ça pouvait être éprouvant pour certains d'entre eux. Alors, quelqu'un disait par rapport à la façon qu'il se sentait perçu, le discours dominant, non, ils ne veulent pas respecter le droit des gens, c'est pas correct, ils veulent faire souffrir les gens, alors que ceux qui prônent ça, ils sont vus comme des héros. Une autre personne nous disait aussi assez intéressant, j'ai un ami qui est spécialiste en soins palliatifs, il s'est fait traiter de tous les noms, il a pris la parole à la radio, puis j'entends des intervieweurs, toi tu es une espèce de... Mais il n'est pas catholique du tout, il est aussi athée que moi. Il se fait insulter, puis juste à voir comment les commentateurs parlent des médecins qui sont contre et qui disent, bien, c'est tous des cathos. Alors ça, ça revient souvent dans le discours dominant. C'est pour cela que moi, ça me faisait du bien quelque part de venir vous voir. On a senti, en fait, rattaché à ça, un certain soulagement d'avoir une voix. Ça nous a un peu surpris, mais ça a été nommé par plusieurs, dont une à la fin me dit, bon, j'ai senti que c'était... presque une heure thérapeutique pour moi. Alors, elle était un peu plus émotive que d'autres. Bon, j'ai dit tant mieux pour ça. C'est pas mon rôle, mais bon, effet collatéral désiré, je dirais. Sinon, une minorité très, très intéressante par rapport à ce qui est véhiculé. On peut penser que les raisons religieuses sont celles qui dominent, mais non, c'est pas ce qu'on a remarqué, nous, du moins dans nos 20 personnes qu'on a rencontrées. Alors, une minorité des participants avaient des convictions religieuses, très peu en fait, mais tous ceux qui avaient des raisons religieuses ont aussi des raisons séculières. Alors, très, très intéressant à noter. Par exemple, bon, j'ai des convictions religieuses, mais ce n'est pas que ma foi ou mes croyances qui justifient ma position. En lien avec cela, bien, la majorité, par ailleurs, a des motifs exclusivement séculiers. Ça, c'est la majorité des gens qu'on a rencontrés. Alors, bon, je n'ai pas de raison religieuse. Parfois, c'était aussi clair que ça. Ou encore, je ne suis pas religieuse, je suis née catholique, mais ça fait 50 ans ou plus que je ne suis pas allée dans une église. Ce n'est pas une question. Et je suis très, très, très athée. C'est assez clair. Autre chose, je pense que c'est... Oui, OK, d'accord. Le dernier fait saillant qu'on a fait ressortir, c'était un clivage au sujet du rôle d'une médecin dans l'administration de l'aide médicale à mourir en tant qu'acte médical. Donc, si on se situe sur un continuum, il y avait un certain groupe qui parlait de l'aide médicale à mourir, en fait, comme quelque chose qui est un acte et même une technique qui n'appartiendrait pas au rôle du médecin, qui pourrait faire beaucoup plus que cela. Et donc, ça devrait être fait par des techniciens, là, à savoir qui c'était... il y a eu des ambulanciers, infirmières, là, c'est dans une autre catégorie, qui ne sont pas des techniciennes, mais en tout cas, l'idée étant que ce n'est pas... c'est vraiment une technique. Sinon, à l'autre
à l'autre bout du continuum, si on peut les placer sur une ligne, il y avait plutôt des personnes qui, justement, pensaient que l'aide médicale à mourir était quelque chose qui ne pouvait pas être justement fragmenté de cette façon-là, qui devait être partie intégrante d'un continuum de soins, d'un ensemble de soins qui comprend évidemment un accompagnement auprès de la personne et donc pour que ça devienne vraiment partie intégrante de soins plus holistiques. Ce qui fait référence un peu plus au principe des soins palliatifs dont je parlerai tout à l'heure. Alors, pour ces personnes-là, que de dire, ben non, ça sera un technicien qui fera cela, ben c'était plutôt des peurs attachées à ça, que ça devienne justement comme un acte très technique. En termes de résultats préliminaires, hein, c'est quand même petit, hein, on en a, ce sont les raisons séculières qui sont ressorties pour l'instant dans nos analyses. Bon, je vais évidemment donner des citations verbatimes pour chaque thème, mais tout de même, juste vous les nommer avant d'en parler plus spécifiquement. Il y avait les finalités de la médecine, l'éthique médicale et le rôle professionnel. Ensuite, la philosophie de la médecine palliative et l'allocation des ressources en soins palliatifs, le paternalisme bienveillant, la bonne mort et le meilleur intérêt du soi futur, la pente glissante et la protection des personnes vulnérables, ainsi que finalement la transformation du rapport à la mort. Pour débuter, je vais prendre une petite pause et donner la parole à Jocelyn. Donc, cette première catégorie, donc là, ça, c'était commun à tous nos participants. Des participants donc, qui ont réfléchi vraiment à, bon, quelle est pour eux donc leur conception fondamentale de ce qu'est la médecine, quels sont ses principes fondateurs, quelles sont les finalités de la médecine et qui ont réfléchi aussi à leur rôle professionnel. Donc, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils doivent, quels devraient être les principes et les valeurs qui les guident, pourquoi ils ont choisi la médecine. Et là, bon, vous vous en doutez, hein, ils ont tous dit, nous, on est formés pour... bon, d'abord, ils nous disent, on a choisi la médecine hein, pour sauver des vies. Quand on devient un peu plus sage avec l'expérience, on se dit souvent qu'on fait de la médecine aussi pour accompagner parce qu'on sait qu'on ne peut pas toujours sauver les personnes, mais on cherche à si on ne peut pas les guérir, au moins à les accompagner pour faire en sorte hein, de contrôler leurs symptômes, qu'il y ait une qualité de vie et ainsi de suite, mais de poser un geste intentionnel qui vise à provoquer directement la mort. Donc ça fait tout simplement pas partie de leur conception fondamentale de ce qu'est la médecine et du rôle donc du médecin. Là, il y a une incompatibilité de principe entre ce geste intentionnel et ce que devrait être la médecine. La deuxième citation est intéressante. Hein. Isabelle le dit, ce sont des gens qui ont tous réfléchi beaucoup. Hein. Est-ce qu'ils peuvent s'engager dans l'aide médicale à mourir et comme ils ne pensent pas qu'ils peuvent le faire ou qu'ils ont de grandes réserves, bien, ils ont cherché à articuler leurs raisons. Donc, la pratique de la médecine scientifique, ça consiste à administrer poser un geste dont le bénéfice est plus grand que le risque. Toute la médecine repose là-dessus, a toujours reposé là-dessus. Même avant qu'elle soit scientifique, les médecins essayaient de ne pas aggraver le mal. Ça a toujours été le primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Hein? Donc une réflexion de fond vraiment sur les principes fondamentaux de la médecine. Merci. Je suis désolée, je remarque que les titres sont petits. Il y a eu quelque chose dans cette version, mais je vais vous les dire. Donc, c'était pas voulu. Oui, c'est vraiment petit. Alors, le deuxième thème qui touche à la philosophie de la médecine palliative et l'allocation des ressources en soins palliatifs, ben, ça touche les principes et les possibilités des soins palliatifs. Alors, il y avait une certaine incompatibilité, si je peux m'exprimer ainsi, entre l'aide médicale à mourir et les finalités des soins palliatifs en général. Effectivement, que ça, c'est quelque chose même qui est souvent dit par ceux qui sont en soins palliatifs. Principe qui touche, par exemple, à, évidemment, lorsqu'on est en soins palliatifs, je parlais de l'aide médicale à mourir tout à l'heure, qui, pour certains, devrait peut-être devenir une technique. C'est assez loin de la façon dont on comprend les soins en soins palliatifs à la personne, par exemple, en fin de vie, où on veut qu'on ait une approche plus globale de soins, même multidisciplinaire, et donc que ça soit vraiment intégré à un accompagnement. Et bon, alors juste dans cette
Oui, en fait, quelque chose qui est vraiment loin des soins palliatifs. En termes de possibilités ou de moyens en soins palliatifs, bien, on me disait souvent, en soins palliatifs, nous avons les moyens, que ce soit par la médication, si on parle de l'aspect plus de la souffrance physique, ou encore d'un soutien qui est psychologique, émotionnel, pour la détresse qui est plus émotionnelle. On sait très bien que les deux sont connectés. On aurait les ressources pour le faire. La plupart me disaient, moi, je n'ai pas vraiment vu dans ma pratique de la souffrance physique qu'on n'est pas capable de soulager ou du moins d'apaiser pour que ça devienne tolérable. Il peut y avoir des douleurs réfractaires, mais on me disait que c'est très, 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 très rare. À ce moment-ci, l'aide médicale à mourir, pour eux, ça faisait moins de sens. Ou si c'était là, que ça soit en fait un moyen, mais parmi tant d'autres, et que ça soit vraiment comme exceptionnel. Une fois qu'on aura présenté tout ce qu'on peut faire avec nos moyens et tout, il se pourrait très bien, j'en ai une en tête qui croyait réellement que l'aide médicale à mourir ne serait pas l'option choisie. Là, ça touche à un autre terme qu'on parlera tout à l'heure, qui est le paternalisme bienveillant, mais bon. Alors, il y avait quelque chose ici de très parlant. Alors, par exemple, j'ai jamais été confrontée à une souffrance insoutenable que je ne pouvais pas contrôler. Ça, c'est un des médecins qui avait 40 ans de pratique, dont plusieurs en soins palliatifs. Sinon, je crois qu'on peut faire des choses extraordinaires en soins palliatifs. Je pense que c'est une discipline qui est très complexe. J'en conviens. Je pense que cela va se présenter en dichotomie. L'aide médicale à mourir ou encore les soins palliatifs. Et j'ai peur qu'il y ait des patients à qui on n'a pas à faire la panoplie de services des soins palliatifs. Je vois qu'on a encore beaucoup de progrès à faire comme société par rapport à la mort et à la connaissance de la mort. Et puis moi, j'ai peur que l'aide médicale à mourir devienne la porte facile. Ça aussi, c'était mentionné, le fait que ça pourrait être une porte facile, par exemple pour des nouveaux médecins qui peut-être auraient une optique haute sur les soins de fin de vie. Ça aussi, ça touche à un thème que je parlerai tout à l'heure. Ensuite, le manque de ressources en soins palliatifs. Alors, évidemment qu'on sait que l'aide médicale à mourir, ça fait partie de la loi des soins en fin de vie. Et donc, l'aide médicale à mourir n'est qu'un élément important, j'en conviens, mais parmi d'autres dimensions qui sont les soins en fin de vie, les soins palliatifs. Et on me disait, bien, c'est sûr que là, on occulte un peu, par exemple, du débat public, les soins palliatifs. Et Dieu sait que ça fait quand même assez longtemps, moi étant dans le domaine de soins palliatifs depuis quelques années, les ressources, on le sait, peuvent être en fait je dirais, d'accessibilité variable, que ce soit d'un contexte de pratique à l'autre ou d'une région à l'autre. Et on me disait, bien, si on avait les ressources nécessaires, que ce soit en termes de ressources humaines, je pense à quelqu'un qui me disait, bien, moi, je fais tout ce que je peux. Elle me semblait un médecin très, très humaine, mais on n'a pas accès à aucun psychologue et travailleur social. Alors, on fait ce qu'on peut, mais à un moment donné, on est un peu à bout de souffle. Alors, le fait qu'on n'ait pas accès aux soins palliatifs pourrait faire en sorte que l'aide médicale à mourir devient une option par défaut. Et donc, pas nécessairement parce que c'est ce qu'on veut t'offrir, mais parce qu'on n'a pas nécessairement d'autres choix dans un milieu ou dans un contexte particulier. Donc, pour vous représenter ou illustrer ceci, un médecin disait, donc, on dit, bon, eh bien, on donne le choix aux patients, mais pour certains patients dans certains endroits, eh bien, le choix, c'est entre souffrir sans avoir accès aux soins palliatifs ou avoir de l'aide médicale à mourir. Pour moi, ça, ce n'est pas un choix véritable. L'aide médicale à mourir, c'est comme un band-aid, donc on ne va pas vraiment à la source. Et on va mettre fin à votre vie parce que je n'ai pas les ressources, elle parlait de ressources psychosociales plus spécifiquement, nécessaires pour vous aider. Je trouve ça inacceptable et je trouve ça horrible. Ensuite, il y avait quelque chose autour de la dévalorisation, de la méconnaissance des soins palliatifs, dévalorisation des soins palliatifs. Je crois que je viens tout juste d'en parler, du fait qu'effectivement qu'on en parle de moins en moins, ou en tout cas pas plus qu'avant, étant donné que l'aide médicale à mourir prend quand même beaucoup de place. Et aussi, il y a quelque chose qui existe depuis longtemps, une certaine méconnaissance et même une confusion par rapport à ce que sont les soins palliatifs. Et en fait, la venue de l'aide médicale à mourir aurait pu ou peut avoir comme impact ou comme effet de faire en sorte que cette confusion est amplifiée.
Alors, l'aide médicale à mourir qui est associée à la mort, les soins palliatifs qui sont associés uniquement à la dernière journée où la personne va mourir le lendemain, alors qu'on sait que les soins palliatifs peuvent être donnés comme, par exemple, de façon simultanée pour une certaine période avec les soins curatifs. Le fait que certaines personnes ne parleront pas des soins palliatifs à cause d'un malaise, même si c'est un peu ce que les médecins font. Et cette méconnaissance des soins palliatifs était présente non pas seulement dans la population en général, mais aussi à travers les professionnels de la santé. Alors, ça, c'est quelque chose qui est ressorti et je ne vais pas vraiment en parler beaucoup, mais il y avait quelque chose aussi de plus spécifique qui a trait à la sédation palliative. Alors là, évidemment, certains médecins vont dire que c'est la même chose, l'aide médicale à mourir, la sédation palliative, alors qu'on me disait, bien, ça venait vraiment les chercher de façon viscérale, de dire, bien, il y a vraiment une différence assez grande, d'abord dans l'intention, l'une étant d'apaiser la souffrance, mais la personne va décéder normalement d'elle-même. Et bon, certains disent, bien, quand on donne la sédation palliative, c'est pour raccourcir la vie. Par ailleurs, théoriquement, lorsqu'on donne une sédation palliative, ça ne devrait pas, ça peut arriver, mais ça ne devrait pas raccourcir la vie de quelqu'un. Alors, il y avait tous ces enjeux-là qui ont été nommés. Donc, une participante dit, oui, mais on aura beau ouvrir une autoroute qui mène aux soins palliatifs, si les gens ne savent pas ce que sont les soins palliatifs, je me répète ici, est-ce que les soins palliatifs peuvent offrir? Et on sait que les gens ont une méconnaissance, ont des préjugés, ont des peurs liées par rapport au mot soins palliatifs et à ce que c'est. Il y a une ignorance de ce que sont les soins palliatifs de la part des patients, de la part des médecins aussi. Et d'autres professionnels, ça, on l'a vu. Mon Dieu, c'est petit. Alors, le paternalisme bienveillant, la bonne mère et le meilleur intérêt de soi futur, que je vais aussi laisser le soin à Jocelyne d'en parler. Oui, donc ça, c'est une catégorie, une classe qui regroupe des préoccupations donc qu'on a constatées en étudiant le discours des médecins. Donc, il s'agit de médecins donc, qui ont des réserves fortes ou une opposition à l'aide médicale à mourir pour des raisons qui ont trait à, au fond, une certaine conception entre autres, de ce qu'est une bonne mort. Hein, même s'il s'agit, puis je tiens à le dire, là, il s'agit de médecins qui sont extrêmement sensibles hein, et qui sont dans plusieurs contextes contre le paternalisme médical. Hein. Bon, ça aussi, c'est un débat classique en éthique médicale. Hein, comment il faut parfois tenter de contrer hein, le paternalisme, de limiter le paternalisme des médecins. Et dans plusieurs égards, ces médecins étaient d'accord. Hein, souvent, ils nous ont dit être tout à fait contre l'acharnement thérapeutique, par exemple. Mais lorsqu'il s'agit de la fin de vie, hein, certains avaient une conception de ce qu'est une bonne mort. Hein, puis une bonne mort, bien, on a eu plusieurs citations disant ben, une vie sans souffrance, hein, ça n'existe pas. Il faut faire preuve de courage. Hein, il faut confronter ses peurs par rapport au mourir, au processus qui mène à la mort. Et c'est ce qu'on entend par paternalisme, une certaine conception de comment on peut réussir sa fin de vie, au fond. Hein, et c'est tout à fait bienveillant. Hein, c'est en ayant les meilleurs intérêts du patient en tête. Plusieurs nous disaient, puis c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux quand un médecin qui a accompagné des patients dans les dernières étapes hein, depuis des décennies qui nous disent les découvertes hein, qu'ont fait les gens qui ont vécu ces expériences, tant par rapport à eux-mêmes que dans leur rapport aux proches. C'est précieux, hein, les enseignements qu'on peut en tirer. Puis, il faut donner la chance à tous, au fond, d'avoir accès à ces dernières parties, ces derniers moments de la vie. Hein. Donc, c'est très en phase aussi avec la philosophie des soins palliatifs, mais le paternalisme réside dans cette idée qu'on sait mieux, au fond, ce qu'est une bonne mort. On a une conception de la bonne mort qu'il faudrait donc encourager hein, par nos politiques. Hein. Et dans un contexte de neutralité par rapport aux conceptions de la vie bonne dont je parlais tout à l'heure, mais ça peut être un peu problématique. De façon très, très importante aussi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. Le paternalisme s'incarne aussi dans une certaine conception des limites, au fond, des personnes
par rapport à leur soi futur, hein? C'est-à-dire le soi futur, qui va être affecté par la maladie, qui va passer par les étapes de la maladie. Bon, on nous dit, la plupart veulent l'AMM hein, parce qu'ils ont peur de ces moments-là. Ils vont devenir dépendants, ils vont perdre leurs moyens, ils vont peut-être avoir des formes de démence, et ainsi de suite. Les gens n'ont pas envie d'être des fardeaux, n'ont pas envie de se voir décliner. Mais ça, on le sait grâce aux sciences cognitives de façon générale. On est tous assez mauvais pour prévoir les vrais intérêts de notre soi futur, hein, de prévoir ce qu'on va souhaiter ou le type de personne qu'on va être, ne serait-ce que dans 10 ans, hein, en contexte qui n'est pas en contexte de fin de vie. Mais eux pensent qu'on n'a pas ce qu'il faut, au fond, presque d'un point de vue épistémique, là, pour être capable de bien prévoir quels vont être nos intérêts de notre soi en fin de vie, affecté par la maladie. Et ce qui est très troublant, c'est donc tous ceux qui nous ont dit, ben, on a vu des patients nous dire à un moment donné, hein, là, j'en peux plus, la vie n'a plus de sens, je veux en finir maintenant, c'est pas comme ça que je veux finir ma vie. Et avec un nouveau traitement et avec un meilleur accompagnement psychosocial ou des événements dans leur vie, la naissance d'un petit enfant, se dire en 6 mois plus tard, ben, heureusement que je me suis accroché ou que je suis encore là parce que j'aurais pas vécu telle et telle expérience qui donne un sens à ma vie on retrouve une certaine qualité de vie. Donc ça fait partie encore là de leur argument pour dire ben, l'aide médicale à mourir, soit il ne faut pas la permettre ou dans des cas absolument exceptionnels. Il reste 2 thèmes. On est plus sur la fin, alors il y aura du temps pour les questions, heureusement. La pente glissante et la protection des personnes vulnérables, ça c'est dit et redit, mais ça a aussi été nommé par les médecins. Cette grande peur, en fait, maintenant que l'aide médicale est là, il faut faire avec. Par ailleurs, l'aide médicale à mourir est bien cette peur qu'on devienne, je dirais, désensibilisé dans une certaine mesure, à ce que c'est cette aide médicale à mourir ou, pour reprendre leur terme, l'euthanasie. Et donc, vers où on s'en va? C'est quand même irréversible. Donc, une grande crainte lorsqu'on parle, par exemple, d'élargir à d'autres populations, que ce soit, et c'est très présent dans les débats actuels, mais les enfants, les personnes avec des troubles de santé mentale, les troubles de dégénérescence, cette peur aussi que les médecins qui, par exemple, présentaient une certaine ambivalence, décident, par exemple, de commencer à faire de l'aide médicale à mourir et justement que ça devienne comme faisant partie de leur pratique et plutôt que d'être seulement une option exceptionnelle, que ça prenne plus d'importance dans les moyens offerts par ces médecins. Ce qui rattaché très, je dirais, intimement avec cette pente glissante et cette protection, ce souhait, grand désir des médecins de protéger les personnes qu'elles nomment comme étant vulnérables. Donc, évidemment que les personnes qui demandent l'aide médicale à mourir, c'est de voir, bon, est-ce que ces personnes-là, et ça s'est vu évidemment par certains, bon, est-ce qu'elles vivent de la pression de la part de l'entourage ou même d'un professionnel de la santé? Est-ce qu'il y a des tensions familiales qui peuvent faire en sorte que cette personne-là va être plus encline à demander l'aide médicale à mourir? Donc, tout ça a été nommé. Par exemple, parce qu'on parle d'un patient vulnérable et des plus vulnérables, eh bien, moi, ce que j'entends, c'est, ah bien, les déments devraient être là-dedans, les mineurs devraient être là-dedans aussi. Eh bien, là, pourquoi les gens psychiatriques ne sont pas là-dedans? Finalement, toute personne avec une souffrance, peu importe le type, finit par dire, eh bien, moi aussi, pourquoi je suis exclue, je devrais avoir le droit, moi aussi. Et pour peut-être parlant de la pression possible des familles, moi, j'ai vu des choses pas très élégantes de patients mourants. J'ai vu des gens qui n'étaient même pas morts, puis la fille enlevait la bague de diamant pour ne pas que l'autre la prenne. Tu sais, la famille, elle est toujours présente comme étant soutenante, mais la famille n'est pas toujours comme ça. Pour le dernier thème, mais non le moindre, qui touche à la transformation du rapport à la mort, je vous disais tout à l'heure que dans l'échantillon, il y avait des personnes qui avaient aussi peu qu'1 an de pratique, mais tout de même, c'était une spécialité en oncologie, jusqu'à 40 ans de pratique. Donc, c'est de voir, par exemple, des personnes qui ont 40 ans de pratique nous dire
pour parler du soi futur et du paternalisme bienveillant, me disait, bien, ça fait des années que je vois que certaines personnes, justement, si on les accompagne, et ça se peut qu'ils soient reconnaissants de ne pas avoir eu cette option d'aide médicale à mourir parce qu'ils ont vécu, par exemple, des moments inoubliables par la suite. Et donc, à ce moment-là, c'est de voir comment le rapport à la mort, par exemple, de jeunes médecins peut être différent. On parle même de la formation, par exemple, des résidents, où là, bien, on me disait, maintenant, moi, par exemple, je pense à un médecin qui avait 40 ans de pratique, me disait, bien, moi, je voyais des cadavres dans ma formation, et là, on n'a plus de contact avec la mort, et même physique, dans la formation, par exemple, de voir un cadavre, quelqu'un qui est vraiment décédé, et aussi toute la formation qui, justement, a trait à cet accompagnement qu'on peut donner en fin de vie. Alors, ce rapport à la mort qui va peut-être nécessairement être changé du fait que ça fait partie maintenant de la nouvelle génération de médecins qui vont pratiquer avec cette option d'aide médicale à mourir. Donc, ça aussi, c'était quelque chose d'assez important. Pour donner un exemple, ici, on s'adapte en tant qu'être humain. J'avais entendu un reportage d'un docteur belge qui avait fait une entrevue, puis qui disait, le premier patient, il n'avait pas été capable de dormir pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais là, il en avait fait 100, puis là, il dormait maintenant. Puis, ce n'était pas si compliqué que ça. Alors, le sens de la vie dans tout ça. Et pour terminer sur ce point, et puis moi, je trouve qu'il y a beaucoup de médecins qui n'ont pas de contact avec la mort. Quand on dit que 80 des médecins sont d'accord, oui, mais lesquels ont des contacts et ont fait des soins palliatifs. Alors ça, c'est quelque chose qui est revenu. Le temps est pas mal on est pas mal sur la fin. Je vais laisser Jocelyn clore pour cette présentation. Oui. Oui, donc très brièvement, parce qu'on a envie d'en discuter avec vous. Je pense que cette étude-là, hein, je pense qu'il avait probablement dit, mais elle n'a pas de prétention à la représentativité statistique hein, parmi tous les objecteurs de conscience au Québec. Hein. C'est 20 personnes avec qui on a fait des entrevues en profondeur. Je pense qu'on peut déjà déboulonner certains mythes, hein, ceci dit, sur ces personnes qui ont des réserves. Hein. D'abord, bon, les croyances religieuses sont plutôt minoritaires. On parle de 4 ou 5 sur 20 qui, à différents degrés, donc, on fait part de leurs convictions religieuses, mais qui avaient tous hein, des raisons séculières aussi pour justifier leur réserve. On voit que, pour moi, l'idée n'est pas de dire qu'on trouve là des raisons de regretter la légalisation de l'aide médicale à mourir. En tout cas, ce n'est pas ma position, mais qu'il y a des considérations sérieuses, même troublantes, hein, dont il faut absolument prendre acte et penser aussi nos politiques hein, pour répondre à ces préoccupations qui sont tout à fait sérieuses. Donc, malgré le sentiment de stigmatisation hein, qu'ils ressentent, là, je pense qu'il y a là des contributions absolument essentielles à l'évolution positive hein, de nos politiques hein, en fin de vie. Je vais finir là-dessus. Cette étude nous donne un portrait différent de celui qu'on voit dans les médias ces temps-ci hein, sur cette idée d'une utilisation abusive du droit à l'objection de conscience. Donc, c'est fort possible hein, que dans certains contextes, il y ait des médecins qui se revendiquent de l'objection de conscience, mais qui ne souhaitent pas pratiquer l'aide médicale à mourir pour d'autres raisons. Puis on nous parle beaucoup de la lourdeur administrative hein, dans la gestion de ces dossiers. Ça prend plus de temps que d'autres actes médicaux, d'autres suivis. Donc, c'est tout à fait possible que ce problème-là existe, et même c'est presque certain, mais il ne faut pas réduire l'objection de conscience à cette instrumentalisation de ce droit. On a affaire là, à 20 médecins profondément réflexifs hein, qui ont mis en œuvre une délibération morale hein, sur les finalités de la médecine et la compatibilité avec l'aide médicale à mourir. Donc, il y a aussi des médecins objecteurs de conscience qui s'appuient sur une vraie objection de conscience. Donc, contrairement, il y a le médecin Pierre Vien qui, dans un texte la semaine passée, disait qu'à sa connaissance, hein,
L'objection de conscience était surtout une objection de convenance, hein, une objection de conscience de convenance, hein, parce que ça fait leur affaire de l'invoquer. Encore là, ça peut pas, c'est pas la fin de l'histoire, hein. Il y a aussi de vraies objections de conscience. Et dans l'étude de Laval, si on avait plus de temps, on pourrait vous démontrer ça. Si on arrive à la conclusion qu'il y a peu de vraies objections de conscience, c'est que la définition de la liberté de conscience et de l'objection de conscience est très étroite, celle qui a été retenue, à mon avis, abusivement étroite. Donc, on arrive à un résultat disant qu'il y a à peu près juste 20 des répondants qui ont une vraie objection de conscience, mais la conception était très étroite. Voilà, merci.